Bienvenue sur notre plateau pour cette semaine charnière qui marque les derniers jours de 2024 et le début de 2025. Comme chaque année, nous vous proposons un coup de projecteur sur les innovations et les expériences qui ont entraîné le continent en 2024. Cela va être l'occasion aussi de revenir avec nos invités sur la marche de l'Afrique comme ils l'ont vécu au cours de ces derniers mois. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Rétrospective de 2024 avec nos invités de cette année, comment l'Afrique et ses talents ont perçu l'évolution économique, sociale, culturelle de ces derniers mois. Un continent face à des défis, mais aussi empreint d'une nouvelle détermination pour faire entendre sa voix, s'approprier son passé et défendre les plus démunis. C'est ce que nous allons découvrir en retrouvant quelques-uns de nos invités. La présidente de la Ligue ivoirienne des droits des femmes, Marie-Paule Okri, Muntaga Diop, le fondateur de l'association Kiriko, Molemo Moïla, une figure majeure de la scène culturelle de Johannesburg, la réalisatrice marocaine Asmae El Moudir et le président du groupe hôtelier Azalai Mossadegh Bali. Des séries télé qui nous font rêver, focus sur le retour de Bienvenue à Kikideni, une troisième saison qui a mis en avant de manière humoristique des sujets de société burkinabé. C'est un honneur pour moi de travailler avec ces dinosaures du cinéma africain parce qu'ils nous ont bercé, ils ont bercé notre enfance et se retrouver face à ces gars-là, c'était un challenge. Comment la conférence au Cap sur la restitution du patrimoine africain a ouvert un dialogue clé entre la France et l'Afrique du Sud, nous étions sur place pour suivre ces évolutions. En France, évidemment, c'est le discours de Ouagadougou qui a donné une nouvelle vision de ce que pouvaient être les rapports entre la France et l'Afrique, et en particulier dans un rapport de nouvelle éthique, nouvelle relation, qui passerait par l'écoute et qui passerait par la restitution. Cette année, vous avez été encore plus nombreux à soupirer ou à rire devant les aventures des héros de vos séries préférées. Et justement, au Burkina Faso, c'est un trio improbable composé d'un chef de village, d'un imam et d'un curé qui a animé les écrans avec le retour très attendu du troisième volet de la série Bienvenue à Kikideni. Ces trois personnages représentent à leur manière chaque citoyen de la société burkinabé en crise avec en filigrane un sursaut pour surmonter les problèmes sécuritaires et réaffirmer la souveraineté du pays. Notre correspondante au Burkina Faso, Sonia Kokti, s'était glissée pour nous dans les coulisses de cette série emblématique. Regardez. Bienvenue à Kikideni. Jovial Production revient sur la scène avec Bienvenue à Kikideni, la troisième saison d'un triptyque lancé il y a une vingtaine d'années en 2005. C'est le jour J pour dévoiler l'œuvre au public burkinabé qui, dans la nostalgie des premières saisons, était impatiente de découvrir cette dernière. On a fait plus d'une dizaine d'années sans tourner et les sollicitations étaient vraiment très pressantes. On avait des retours d'un peu partout, pas seulement au Burkina. Quand est-ce que vous reprenez et tout. Et puis bon, tu arrêtes, mais je pense que finalement c'est un virus que tu as dans l'ADN. Ça te rattrape. J'ai voulu faire ça, comme je disais, d'abord pour mon propre plaisir, pour le plaisir de l'équipe. Et on espère maintenant que ça va rencontrer l'assentiment de tout le monde. Dans la série, les acteurs principaux restent les mêmes, sauf la première femme du chef, Téné, absente pour des raisons de santé. Avec le talent bonifié par le temps, Ladji, Marie, le curé ou encore le chef du village sont ravis de revenir sur le tournage de cette série. Première saison, 3 hommes, 1 village. Deuxième saison, 3 femmes, 1 village. Et puis, Bienvenue à Kikideni, c'est la 3e saison. Une belle vie qui a continué dans Bienvenue à Kikideni. Une grande expérience pendant des années qui a été renouvelée. On s'est retrouvés tous avec un gros bonus de 10 ans de vie artistique. On a corrigé les petites erreurs. L'humour dans la série n'a pas changé. Les acteurs ont conservé leur talent à provoquer des fous rires. Dans les 3 premiers épisodes projetés à l'occasion de cette première, le public découvre l'histoire d'une terrible coïncidence de dates, de fêtes religieuses et d'événements qui engagent les habitants du village dans leurs convictions. Il fallait donc trouver une solution. La partie où on a pu trouver une attente pour que les différents événements se déroulent le même jour, bon, pour moi, ça m'a démontré que
Les divergences qui existent entre les différentes religions n'ont pas lieu d'être et on peut trouver un terrain d'entente. Il n'y a pas lieu de se haïr ou de se disputer pour rien du tout. Toujours promouvoir la solidarité, toujours promouvoir la paix entre les religions, c'est-à-dire la religion traditionnelle, la religion chrétienne ainsi que musulmane. Et aussi promouvoir le vivre ensemble. C'est en 2023 et pour une année environ que Jovial Productions acte le clap de tournage de la série à Wanvous, village situé à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Le casting est rafraîchi avec l'arrivée de jeunes comédiens, notamment Éléonore Cocty et Taleb Kant, célèbres duo de la série De plus en plus loin. Quand on m'a annoncé que j'allais jouer dans la série, j'étais contente. Après, je me suis dit, mais en même temps, je n'ai jamais joué dans ce registre en fait, de cinéma. En tant que Burkinabé, en tant qu'Africain, le regret que nous avons la plupart du temps, c'est que nos films ne sont pas tout de suite vus par nos publics, on va dire le public au niveau local. Donc, de jouer dans Bienvenue à Kikideni, qui est déjà un concept adopté par les Burkinabés, adulé par, on va dire, les Africains. Pour moi, c'est un plus dans ma carrière parce que côté niveau notoriété, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus vaste, c'est plus, on va dire, c'est plus rapide aussi. C'est l'un de mes meilleurs, sinon même le meilleur de mes plateaux. Bienvenue à Kikideni, c'est une série qui rassemble toutes les générations. Une série qui, pour la réalisatrice, vient comme un soutien au Burkina Faso dans un contexte de refondation de la nation à l'épreuve du terrorisme et dans l'élan d'un sursaut de souveraineté dans le concert des nations. Le contexte sécuritaire fait qu'on a voulu aussi faire un clin d'œil à nos forces de défense et de sécurité parce que aussi on arrive à faire ce qu'on fait, vivre nos rêves. C'est parce que justement des gens ont le courage d'aller au front et de se battre pour nous. Donc c'était vraiment un clin d'œil pour leur rendre hommage. On a tenté de faire comme eux, mais bon, on n'a pas réussi malheureusement. Dans l'ensemble des 21 épisodes de 26 minutes chacun que compte la série, tout un art de vie qui ressemble au burkinabé. L'esprit de vivre ensemble et du patriotisme est rappelé à l'esprit et au cœur des hommes intègres. Des valeurs mises en avant aujourd'hui afin que leur pays, le Burkina Faso, triomphe du terrorisme, réaffirme sa souveraineté et bâtisse une société où il fait bon vivre. Les droits des femmes, mais aussi le rôle des femmes. Quelle place peuvent-elles prendre pour résoudre les problèmes sociaux et économiques du continent? C'était une préoccupation majeure pour nos invités de 2024. Parmi eux, l'infatigable militante ivoirienne Marie-Paule Okri a fait de la lutte pour les droits des femmes sa mission de vie. Elle pose sans détour une question essentielle, celle de la contradiction entre le droit coutumier de la terre et le poids économique des femmes dans la transformation alimentaire. Écoutons-la. On fait aussi des plaidoyers, parce qu'il faut toujours faire des plaidoyers auprès des décideurs, afin qu'on puisse avoir des lois qui permettent, qui favorisent voilà, les femmes dans la lutte pour le pouvoir, oui, pour le pouvoir. Aussi pour l'accès à la terre, heureusement nos lois en Côte d'Ivoire permettent aux femmes d'accéder à la terre, d'hériter. Malheureusement sur le terrain on se heurte en fait aux droits coutumiers où les femmes n'ont pas droit à la terre. Donc là, c'est aussi une question de sensibilisation pour montrer par exemple aux décideurs villageois, aux chefs coutumiers qu'il est intéressant pour les femmes d'avoir leur terre parce que ces femmes-là produisent 80% de notre alimentation et nous sommes dans une question de sécurité et souveraineté alimentaire. Et ce sont ces femmes qui produisent tout ce qu'on mange. Les hommes sont de grands producteurs, mais des producteurs de cacao, d'EVA, vous convenez avec moi que personne ne mange ça directement.
Pourtant, ces femmes-là produisent de l'aubergine, du riz, des légumes et autres. Donc, il est très, très important et urgent qu'elles aient accès à la première ressource pour pouvoir nous fournir tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont le pays a besoin. Elles sont vraiment utiles et il est urgent de répondre en fait à cette problématique. Et en 2024, alors que l'Afrique continue de perdre une partie de sa jeunesse attirée par l'aventure migratoire, que peuvent faire les femmes pour enrayer cette tendance? Et comment passer d'une émigration dangereuse, source de perte de talent, à des échanges de population plus régulés qui n'entravent pas le désir de voyager? Muntaga Diop, fondateur de l'association Kirikou, nous avait raconté comment il avait abordé la prévention du risque migratoire des jeunes avec les femmes de Dakar. Regardez. En 2018, nous avons décidé de mettre en place, lors d'un voyage au Sénégal, j'ai décidé de mettre en place la structure de Kirikou avec une rencontre que j'ai eue avec des élus locaux. L'idée, c'était de travailler en amont, les causes, parce que je suis convaincu, autant on parle au Maroc, autant on parle en France de la situation des migrants, des mineurs, il fallait à un moment donné réfléchir sur les raisons qui poussent ces jeunes à partir, à prendre la route de la mort. Donc quand j'ai abordé ces questions avec les élus, j'ai pensé nécessaire de mettre en place une structure à Dakar, avec des amis et des bénévoles qui étaient engagés pour essayer de réfléchir vraiment avec un laboratoire de réflexion pour voir qu'est-ce qui pousse, même si les raisons sont connues, qu'est-ce qui pousse précisément ces jeunes à partir. Et nous avons pensé mettre en place cette structure à Dakar. Donc l'idée, c'était déjà de mettre en place des crèches aussi dans le rural urbain, pour aider nos femmes qui sont dans le rural, qui se battent dans le maraîchage, dans l'agriculture, pour qu'ils puissent mettre à l'abri leurs enfants et aller travailler, mais aussi mettre en place des projets de vie dans les villages, dans le rural, dans les villes, le rural urbain, des formations structurelles pour ces jeunes, pour qu'ils restent, pour qu'on les fixe, pour qu'ils ne pensent pas tous à partir, et que ceux qui ont échoué un peu à l'école puissent reprendre si vous voulez, des classes de remise à niveau avec des formations qualifiantes pour essayer d'avoir un travail décent sur le terrain avec l'appui de ces élus locaux. Donc nous avons signé des conventions avec certaines mairies au niveau du Sénégal et aujourd'hui l'équipe Sénégal aussi est mobilisée sur le terrain pour essayer de sensibiliser contre le départ de ces jeunes, de sensibiliser les élus locaux et politiques, de mettre en place des projets, de financer des projets pour ces jeunes, pour ces femmes, pour qu'au moins ça peut diminuer cet impact d'immigration massive. Selon votre expérience, est-ce que ces programmes de sensibilisation, ça peut contribuer à freiner les migrations clandestines? Je pense que ça peut contribuer à réguler. Ça peut contribuer à réguler de façon régulière, parce que nous décrivons tous des citoyens du monde. Nous ne disons pas aux hommes et femmes de ma génération de ne pas voyager, de ne pas avoir le désir de changer, de ne pas avoir le désir de faire des Erasmus à Berlin ou à Paris. C'est un droit et c'est un désir pour tout homme ou jeune femme aujourd'hui en Afrique, de Bujumbura à Dakar. Tous ces jeunes ont rêvé de partir, de voyager, de changer, de rencontrer des populations, de rencontrer d'autres cultures. Donc c'est un idéal même universel. Mais voilà, nous sommes attentifs au fait que ces départs soient régulés. Envie de faire rayonner votre entreprise en Afrique et en Europe? Augmentez votre visibilité avec Fréquence Business grâce à notre réseau de chaînes de télévision nationales dans plus de 40 pays. Chaque semaine, plus d'une centaine de diffusions à travers l'Afrique, l'océan Indien et l'Europe. Ne manquez pas cette opportunité unique. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès maintenant. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission.
2024, une année où la question de la restitution des biens culturels mal acquis a particulièrement mobilisé l'Afrique. Je vous emmène maintenant en Afrique du Sud, plus précisément au Cap, où s'est déroulé en février un événement majeur mettant en lumière les enjeux cruciaux de la restitution et voire même du retour, dans certains cas, des biens culturels africains mal acquis. Des centaines de milliers d'objets culturels africains spoliés durant la période coloniale garnissent les musées en Europe. La conférence Réimaginer le patrimoine, les archives et les musées aujourd'hui, demain, a marqué un tournant dans les relations entre la France et l'Afrique du Sud. Regardez. Le Cap a accueilli en février dernier la conférence Réimaginer le patrimoine, les archives et les musées aujourd'hui et demain. L'événement a mis en lumière les questions difficiles liées à la restitution, au financement et à l'indigénisation, ainsi qu'aux soins et à la gestion des collections dans un contexte africain et à l'engagement communautaire. La conférence visait à développer un cadre pour les futurs projets de coopération entre la France et l'Afrique du Sud. Alors en France, évidemment, c'est le discours de Ouagadougou qui a donné une nouvelle vision de ce que pourraient être les rapports entre la France et l'Afrique, et en particulier dans un rapport de nouvelle éthique, nouvelle relation, qui passerait par l'écoute et qui passerait par la restitution. Le président dit permanent ou temporaire, c'est-à-dire la restitution propre, mais aussi la circulation des œuvres en Afrique. C'est ce qu'on fait durant ces 3 jours, en réunissant 300 personnes partout en Afrique, plus de 13 nationalités, 90 intervenants, 50% de femmes, et c'est une corruption profonde. Les restitutions d'œuvres autrefois concernaient plutôt les pays du Nord et depuis quelque temps, elles se déplacent progressivement vers d'autres continents et notamment vers le Sud. Le président du musée du Quai Branly, Jacques Chirac, estime qu'après le Bénin, que c'est une belle opportunité. Elles avaient plutôt tendance à se faire entre pays du Nord. Elles descendent progressivement vers d'autres continents et c'est heureux. Effectivement, on avait travaillé d'abord sur le dossier du Bénin parce que la demande était immédiatement intelligible et précise. Puis on travaille avec d'autres pays qui ont fait des demandes. Il y en a 5 en tout qui ont fait des demandes. Donc le Mali, le Tchad, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire. Pour le Dr Rudo Sitole, fondatrice d'Afri Muhere, une association qui a pour mandat la sauvegarde, la promotion et la facilitation de la restitution du patrimoine africain, avoir ces conversations autour du patrimoine est indispensable. Il est très important d'avoir cette conversation avec les Africains. L'Afrique a été dépossédée de son patrimoine. Pendant l'époque précoloniale, l'époque coloniale, l'époque de l'esclavage et une grande partie du patrimoine africain ont été transportés vers le monde occidental. Il est donc temps maintenant de réparer les torts du passé et de parler de restitution des objets africains, de rapatriement des restes humains qui appartiennent aux Africains. Pour les jeunes générations comme Mautonji Kigambo, un artiste visuel 3D béninois, il est primordial d'engager la discussion avec les jeunes talents car ils ont un regard très particulier sur l'histoire africaine et sur la création. C'est très important pour les Africains parce que ça permet de fédérer différentes générations ensemble sur le passé, le présent et le futur de l'art africain, de l'artisanat africain également. Et de pouvoir ensemble, avec des gens qui sont plus jeunes que moi ou plus âgés que moi, de pouvoir discuter sur le futur de l'Afrique d'une façon authentique en gardant en tête que des gens avant ont créé des œuvres remarquables. C'est très important du coup de s'engager dans cette conversation-là avec des références, de vraies références authentiques. Le musée du Quai Branly, le British Museum, ainsi que tous les musées nationaux ne possèdent pas les œuvres et les objets. C'est les nations qui les possèdent. Mais comment savoir si les objets sont concernés par la restitution ? 70 000 objets africains. Regardons de quoi on parle. Il y a certes des grandes statues très impressionnantes comme celles qui ont été rendues au Bénin, mais il y a aussi beaucoup d'objets de la vie quotidienne. Et c'est ce qui a intéressé aussi une partie des ethnographes qui ont fait ce travail de collecte. Donc, partons du concret, regardons ce qui est et discutons pour savoir si les objets tombent sous le coup de la restitution, c'est-à-dire qu'ils ont été acquis de manière illicite, soit par la force armée, soit par la contrainte administrative. Enfin, qu'en est-il du financement compte tenu de l'ampleur et du grand nombre d'objets réclamés ?
Divers bienfaiteurs sont impliqués, parmi lesquels les fondations Open Society, une philanthropie mondiale qui fait progresser l'agenda des droits de l'homme, de l'équité et de la démocratie. Je dirige actuellement une initiative mondiale pour la restitution du patrimoine africain, dans laquelle nous avons investi 10 millions de dollars américains sur une période de 2 ans pour soutenir les créatifs, les artistes, les universitaires et l'académia de l'Union africaine qui œuvrent dans le domaine de la restitution. Ainsi, fin 2023, la France et l'Allemagne ont décidé de s'associer pour créer un fonds franco-allemand consacré à la recherche de provenance d'objets et d'œuvres d'art originaires des pays de l'Afrique subsaharienne présents dans leur collection. Un dispositif d'un montant de 2,1 millions d'euros, expérimental pendant 3 ans et qui devrait donner de l'espoir à beaucoup d'Africains. Oui, je suis très optimiste. Vous savez, les Africains, nous réclamons notre héritage depuis le début, mais ils ne nous ont pas écoutés. Mais je suis heureuse que les temps aient changé. Et lorsqu'en 2017, le président Macron a choqué le monde lorsqu'il a dit « Retournons à l'Afrique, à ce qui appartient à l'Afrique ». Alors cela a initié une dynamique qui, je pense, ne pourra être stoppée tant qu'une part importante du patrimoine africain n'aura pas été restituée. Est-ce que la décolonisation est bien en marche dans les musées européens? D'une part, depuis 3 ans, alors que plusieurs pays comme la France, l'Allemagne et la Belgique s'organisent pour rendre les objets africains de leur collection, d'autres grandes nations telles que le Royaume-Uni freinent des 4 fers et restent sourds aux appels des pays spoilés. Et d'autre part, certains pays victimes peinent à réunir les conditions nécessaires pour la réception et la conservation de ces œuvres par manque de cadre juridique, scientifique, mais aussi pédagogique. À noter que jusqu'à présent, très peu d'artefacts ont retrouvé leur terre d'origine. Et justement, ces enjeux complexes de la restitution du patrimoine africain passionnent l'une de nos invitées, Molemo Moïla, une figure majeure de la scène culturelle de Johannesburg. Entre expression artistique et engagement communautaire, elle explore les imaginaires populaires avec le collectif Made You Look, mais surtout en tant que chercheuse chez Andani Africa et enseignante à l'université de Witwatersrand, elle influence les débats sur la restitution. Écoutons-la. Je pense donc que la grande question qui se pose en matière de restitution est que pendant très longtemps, la lutte a consisté à essayer d'amener les Européens et d'autres peuples du Nord à accepter de restituer des œuvres, à reconnaître qu'il existait un certain droit à la restitution d'un patrimoine matériel. C'est une sorte d'obstacle qui a été largement surmonté. Pas entièrement, mais il a été largement surmonté. Les retours se font plus fréquents. Ce à quoi nous sommes maintenant confrontés, c'est à la complexité des nuances du processus de retour et à la façon dont il se transforme en quelque chose de plus proche de la restitution. Pour moi, la différence entre le retour et la restitution est que le retour, c'est de prendre des objets des musées, les mettre dans un avion et les envoyer ailleurs, idéalement le pays d'origine entre guillemets. La restitution consiste en fait à réparer cette rupture qui s'est produite lors de la prise de l'objet et à essayer de réparer également les connaissances qui ont été perdues depuis que l'œuvre a été prise par d'autres. Cela signifie qu'il y a beaucoup de travail à faire en Afrique. Ce n'est pas parce qu'un objet est mis dans un avion que le travail est terminé. En fait, il vient juste de commencer. Et l'un des grands problèmes que nous constatons actuellement est qu'une grande partie des ressources consacrées à la restitution vont dans cette phase de mise dans l'avion. Elles sont affectées à la recherche de provenance dans les musées européens et au personnel européen qui effectue des recherches et d'autres travaux pour rendre un objet. Et si nous avons de la chance, ces ressources sont consacrées au coût de vraiment ramener l'objet à l'origine. Mais après, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de soutien, pas d'aide. Et les Africains sont seuls à se dire, voilà, l'objet est revenu. Mais comment réparer ce qui a été brisé? Et la réparation de ce qui a été brisé est bien plus importante que les déplacements d'un objet. Et je pense que c'est là le grand travail des 2 prochaines années. Se réapproprier le passé, c'est aussi l'aspiration profonde d'une nouvelle génération de créateurs africains. C'est ainsi que malgré les interdictions de sa grand-mère, la jeune réalisatrice marocaine Asmae El Moudir a creusé dans son histoire familiale, tout en explorant de manière ingénieuse et artisanale un quartier du vieux Casablanca dans son film documentaire La mère de tous les mensonges. Dans votre film, vous avez une certaine représentation des arrêts de plomb au Maroc. Quel message avez-vous souhaité transmettre? Oui, le message, c'était juste de dire à ma grand-mère, à la génération de ma grand-mère, que le Maroc a changé, que nous, aujourd'hui, on vit dans un Maroc un peu différent et beaucoup mieux et libre
Et on peut revenir sur notre passé sans avoir peur. Et surtout, j'étais pas en train de chercher les coupables ou qui a fait ça ou qui a fait ça. J'étais juste en train de poser la question, est-ce qu'on peut raconter des histoires si on n'a pas de preuves? Et surtout le message, s'il y a un message, parce que le cinéma ne donne jamais des messages, il provoque. Et ce que j'ai fait dans ce film, c'est de provoquer des choses et de provoquer des questions sur la mémoire. Et le message, ça serait, il faut pas effacer la mémoire, il faut la garder, quelle que soit sa nature. Blanc, noir, c'est notre passé, il faut le garder, il faut le préserver. Et il faut que ça soit un article pour les générations qui viennent après, parce que celui qui n'a pas de mémoire, il ne peut pas avoir un futur. En découvrant les secrets et les mensonges de votre famille à travers ce projet cinématographique, quelles leçons avez-vous appris sur vous-même et sur votre histoire familiale? J'ai appris que tout le monde peut changer et que quand on a une décision, quand on pense à quelque chose, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la décision en elle-même. Ça veut dire ma grand-mère qui pensait que toujours les photos sont pas bien et tout ça, elle finit par prendre une caméra en la main à la fin du film. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour faire comprendre à ma grand-mère que ma caméra ne déforme rien, ne change rien dans la création de Dieu qui crée des gens. Nous sommes des musulmans et qu'on pense bien sûr que Dieu seul qui peut créer qui peut faire des créatures comme les êtres vivants ou les animaux ou tout ce qui était sur Terre. Donc ça, j'ai essayé de garder, c'est-à-dire de ne rien changer sur l'idée de ma grand-mère, mais de la laisser comprendre que ma caméra ne déforme personne. C'est juste un miroir qui peut transformer et qui peut capter, et qui peut capturer et garder des archives, des souvenirs. Et donc les souvenirs sont précieux, il faut jamais les effacer, il faut les garder. On a besoin de revenir à chaque fois d'une manière nostalgique à nos souvenirs pour pouvoir vivre et passer à autre chose. Parce que quand il y a un manque, il y a toujours un problème. Et quand on parle de ça et quand on fait des histoires sur ça ou on filme ça, c'est comme de la thérapie et ça passe. Et pour finir l'année, n'oublions pas le monde des affaires. Je vous propose de commencer 2025 avec la vision inspirante d'un visionnaire du business du continent. Je veux parler du PDG malien du groupe hôtelier Azalai, Mossadegh Bally, qui nous a rappelé les vertus fondamentales pour réussir dans les affaires. Et vous verrez, ce sont des conseils empreints d'une grande sagesse. Écoutons-le. Un entrepreneur, c'est d'abord un rêveur. Ça veut dire qu'il a une vision. Il faut qu'on sente en soi-même cette flamme-là. Moi, j'ai toujours eu la flamme. Même quand j'étais gosse, je voyais mon père et j'ai toujours eu cette flamme. J'ai toujours su que j'allais être entrepreneur. C'est pour ça, d'ailleurs, quand j'ai fini mes études universitaires à San Francisco, je n'ai pas trop traîné aux États-Unis. Je suis immédiatement rentré au Mali. Donc, quand vous avez fait cette introspection, il faut avoir cette vision. Tout part de la vision. Et moi, ma vision entrepreneuriale, c'était vraiment de créer une chaîne hôtelière panafricaine et c'est ça qu'on a réussi à faire en 30 ans. Et pour maintenant réaliser votre vision, il faut de la stratégie. Donc, il faut vous faire entourer de gens très compétents et moi, c'est ça que j'ai fait. Après, le reste, c'est des valeurs. C'est la résilience parce que le parcours d'entrepreneuriat, c'est un parcours d'obstacles. Tous les jours, vous avez un obstacle à surmonter. Si vous abandonnez dès le premier obstacle ou le deuxième, vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur. Donc, il faut être très résilient. Moi, j'ai frôlé la faillite à plusieurs reprises. J'ai connu beaucoup d'échecs, mais je n'ai jamais abandonné. J'ai toujours continué. Je me suis toujours dit, il a beau faire nuit, le soleil se lève toujours. Ensuite, il faut être simple, humble. Il faut grandir avec son entreprise. Ne pas grandir avant son entreprise. Je vois beaucoup de jeunes se lancent. Dès que ça commence à marcher un peu, allez, c'est le grand train, c'est des choses inutiles et tout cela. Et puis au bout de quelques années, l'entreprise disparaît. Donc, il faut grandir avec son entreprise petit à petit et garder la tête sur les épaules. Ensuite, il faut avoir de l'honnêteté, de la probité intellectuelle et morale parce que sans cela, vous n'allez nulle part. Et je dis toujours aux jeunes, et je le répète à tous ceux qui veulent embrasser cette carrière d'entrepreneuriat, votre plus grand capital, ce n'est pas ce qui est sur votre compte. C'est la façon dont les autres vous voient. Si ils ont confiance en vous, ils vont vous aider.
Et voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. C'était notre dernière édition pour cette année 2024. Mais bien sûr, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site africaonair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous et bonne fête de fin d'année.